Bonjour, comme vous vous êtes dit, je suis gastro-entérologue à l'hôpital Sainte-Camille dans le service du Dr Zandi Tena depuis quelques mois. Et on m'a demandé de faire une présentation sur la prise en charge de rectorragie, plutôt basique pour débrouiller un petit peu les situations qui se présentent assez régulièrement en consultation de ville. Voilà. Donc tout d'abord, on va faire un petit point concernant les modes de révélation de sang dans les selles. Donc principalement, ce qu'on va retrouver, ça va être du méléna. Donc là, je vous ai mis une petite illustration qui vous permet de voir. Je pense que tout le monde a à peu près une idée de ce que c'est. Des selles plutôt noires digérées. Quand on va faire le toucher rectal, on va avoir quand même une petite coloration en rouge. Des fois, ça peut être difficile de faire la part des choses. Ensuite, on aura les rectorragies, donc ça c'est beaucoup plus simple, donc c'est vraiment du sang rouge qu'on retrouve au toucher rectal, qui peut être accompagné de caillots, voilà. Le méléna et les rectorragies sont différenciés en fonction de la zone de l'hémorragie, donc principalement après l'angle gauche, si jamais il y a un saignement, ça va plutôt se présenter sous forme de rectorragie, donc de sang rouge liquide. En amont de l'angle gauche, ça va plutôt être du méléna, donc des selles noires colorées. Voilà, après il peut y avoir des petits pièges en cas d'hémorragie massive en amont de l'angle gauche. Ça peut très bien être des rectorragies, voilà, il faut quand même être prudent. Tout d'abord, avant de commencer un petit peu les prises en charge, il faut faire attention à un certain nombre de pièges. Donc comme je vous ai dit, lors du toucher rectal, il faut vraiment être sûr d'avoir du méléna. Donc faire attention à ne pas avoir des selles noircies qui ne sont pas sanglantes. Donc principalement, ce qu'on peut avoir comme piège, ça peut être des médicaments comme le fer ou le charbon qui peuvent nous faire croire du méléna. Des aliments comme la réglisse, la betterave, etc. qui peuvent nous faire nous piéger. Et plutôt aux urgences, des fois ça peut arriver aussi d'avoir une confusion entre un saignement digestif et un saignement urogénital. Donc notamment l'interrogatoire des patients, parfois ils font pas attention et ils vont plutôt décrire des rectorragies là où c'est un saignement plutôt gynécologique. Donc avant d'avoir les conduites à tenir, il faut faire une petite enquête étiologique systématique en cas de sang dans les selles. Donc il faut, lors de l'interrogatoire du patient, si c'est possible, ou de son entourage, avoir des petits descriptifs concernant ce saignement. Donc tout d'abord, comme je vous en ai déjà parlé, est-ce que c'est un méléna ou une rectorragie? Donc c'est primordial, c'est le plus important. Ensuite, la deuxième chose qui va être importante, ça va être l'abondance. Donc vraiment, la quantité de sang qui va être évacuée va être très très importante pour la prise en charge et savoir quoi faire exactement, comme c'est vraiment le but de cette présentation. Donc la présence de caillots ou non, la fréquence, l'ancienneté du saignement, ça c'est très important à chercher lors de l'interrogatoire initial. Ensuite, ce qui peut être intéressant aussi de savoir, c'est le rapport entre ces rectorragies ou ces saignements avec la défécation. Est-ce que c'est en dehors des selles? Est-ce que c'est au moment des selles? Est-ce que ça suit les selles? Est-ce que ça devance les selles? Tout ça, c'est assez important à déterminer et ça va nous permettre de débrouiller, d'orienter vers des étiologies plus ou moins graves et aussi d'avoir la meilleure prise en charge. Ensuite, on a aussi les signes associés. Est-ce qu'on a de la fièvre? Est-ce qu'on a des troubles du transit? Est-ce qu'on a une altération de l'état général? Est-ce qu'on a un amaigrissement? Tout ça aussi est très important à déterminer dans une première, au début de la prise en charge d'un patient qui se présente avec du sang dans les selles. Et enfin, classiquement, on a les antécédents. Donc, si jamais le patient a une cirrhose, s'il a un ulcère, s'il a un cancer, s'il a des diverticules, tout ça est très important et ça nous permettra de nous orienter pour avoir l'origine du saignement et la meilleure prise en charge. Ensuite, après l'interrogatoire, on a l'examen clinique, donc l'examen proctologique. Donc, l'examen proctologique, tout d'abord, c'est un examen de la marge anale, donc dans une pièce calme, avec une bonne éclairage, etc. Il faut examiner la marge anale et ensuite faire un toucher rectal
pour déterminer les caractéristiques du saignement, si c'est des rectorragies ou si c'est du méléna principalement. Enfin, on peut aussi faire des anuscopies. Je sais que c'est pas toujours facile d'accès dans les cabinets, mais ça nous permet d'avoir quand même des informations qui peuvent être très utiles. Ensuite, l'examen de l'abdomen. Pendant une hémorragie digestive, ça peut être intéressant de voir est-ce qu'on a une douleur, est-ce qu'on n'a pas de douleur, est-ce qu'on a une masse palpable, une tuméfaction. Et enfin, on pourra s'attacher aussi à déterminer les signes généraux, principalement les signes de gravité, pour faire la part des choses entre les causes graves et les causes moins graves, mais aussi rechercher des adénopathies qui peuvent nous orienter vers certains diagnostics. Donc on a pris le parti pour cette présentation d'être assez schématique. Donc on a divisé les causes de sang dans les selles en 4 grands groupes, du plus grave au moins grave. Donc là, je vais vous décrire un petit peu les cas typiques sur chaque grand groupe, ainsi que la prise en charge qui pourrait être la plus intéressante à faire en fonction des causes. Donc dans les 4 grands groupes, on a les hémorragies digestives graves, urgentes, donc la célèbre rupture de varix œsophagienne, les ulcères gastro-duodénaux, les diverticules qui peuvent saigner. Donc ça, c'est vraiment la cause la plus grave de sang dans les selles qu'il faut savoir trouver pour pouvoir orienter le patient rapidement. Le deuxième grand groupe, donc ça va être les cancers digestifs qui peuvent arriver dans tous les segments du système digestif. Il y a les colites qui peuvent être infectieuses ou inflammatoires. Et enfin, les causes les moins graves et les plus fréquentes, donc c'est plus les causes terminales ou canalaires, donc les hémorroïdes et les fissures anales principalement. Donc tout d'abord, on va parler des hémorragies digestives graves. Donc le tableau typique que vous allez pouvoir avoir en consultation, c'est un patient qui se présente avec des rectorragies abondantes, aiguës, avec du sang qui va être rouge vif, avec des caillots. Donc c'est un patient qui va être inquiétant au premier abord, pâle, il se sent mal, il peut avoir des signes de mauvaise tolérance, comme j'ai dit, une hypotension, une tachycardie, et ils peuvent aussi décrire un malaise, quoi. Si jamais le patient parle de malaise pendant son saignement, il faut quand même que ça nous alerte et que ça nous fasse penser à une hémorragie digestive grave. Donc après un interrogatoire, si jamais il a une cirrhose, s'il a un antécédent d'ulcère, s'il y a une prise d'AINS récente et importante, s'il y a des traitements anticoagulants, c'est également des petits indices qui vont nous orienter vers une hémorragie digestive grave. Après l'examen clinique, généralement, on ne va pas trouver de douleur abdominale. La douleur épigastrique peut être présente, notamment dans l'ulcère gastro-duodénal, mais elle peut être aussi absente, donc c'est pas forcément un signe qui doit nous faire éliminer un ulcère s'il n'y a pas de douleur épigastrique. Donc comme je vous ai dit, vraiment les choses les plus importantes, ça va être les signes de mauvaise tolérance, donc tachycardie, hypotension, voire marbrure. Et après, à l'examen clinique sur le toucher rectal, donc là il va y avoir du sang rouge vif, en quantité très importante, avec des caillots qui peuvent être évacués même spontanément. Donc quand on a cette situation qui se présente, avec vraiment une grosse quantité de sang, un patient qui est pâle, donc vraiment là, la chose à faire au cabinet, elle est très simple, c'est d'orienter le patient vers un service hospitalier pour qu'il puisse avoir une prise en charge en urgence, notamment avec la réalisation d'une fibroscopie rapidement. Ensuite, donc on a le deuxième tableau typique de saignement dans les selles. Donc ça va être le cancer digestif. Donc le cancer digestif, ça part de l'œsophage jusqu'au rectum ou même au canal anal. Donc le tableau typique de ce type de patient, ça va être un patient qui vient à la consultation avec une altération de l'état général, une perte de poids plus ou moins importante sur un délai court, avec une modification du transit. Parfois, il peut avoir déjà fait un bilan biologique et retrouve une anémie microcytaire qui peut être très profonde, mais qui peut être étonnamment très très bien tolérée. Donc ça, vraiment, c'est un signe, on va pas dire pathognomonique, mais c'est un signe qui doit vraiment nous alerter. Le saignement en tant que tel, il peut être difficile à voir. Donc si c'est du méléna, souvent il va être intermittent,
le patient va avoir un doute, va nous parler quand même de saignement, de selles noires parfois, mais parfois il n'aura même pas ce réflexe, il n'aura peut-être pas fait le rapprochement. Donc c'est à ce moment-là qu'un toucher rectal peut être intéressant et peut nous permettre de mettre en évidence que ce soit un méléna, peut-être même du sang frais si jamais la lésion est basse, et même dans certains rares cas, toucher une lésion qui peut être au niveau du rectum ou au niveau du canal anal. Donc bien évidemment, la tolérance hémodynamique va être bonne, pas de douleur abdominale le plus souvent. Parfois, on pourra palper une masse ou une hépatomégalie en cas de foie secondaire ou de choses comme ça. Les aires ganglionnaires peuvent être aussi significatives avec un ganglion troisier ou des choses comme ça. Donc l'interrogatoire peut mettre en évidence un antécédent personnel ou familial de cancer digestif. Donc chez ce type de patient, si jamais il n'a pas eu de bilan biologique, ça peut être intéressant de lui faire, afin de pouvoir également débrouiller, voir s'il n'y a pas une anémie qui nécessite une prise en charge urgente. Et ensuite, il faut une orientation vers le gastro-entérologue afin de faire un bilan endoscopique pour déterminer éventuellement une cause à ce saignement. Ensuite, le quatrième grand groupe qu'on peut décrire, ça va être les colites. Donc c'est un groupe qui est encore un petit peu moins grave que les deux précédents. Donc souvent, ça va être le tableau qu'on va avoir, ça va être du sang dans les selles, mais avec un cortège de symptômes qui va être associé. Donc ça va être des douleurs abdominales principalement, bien sûr des diarrhées, des nausées, des vomissements. Donc vraiment, c'est rarement isolé, contrairement aux deux autres groupes de pathologies et même aux trois autres. Donc les selles, elles vont plutôt être mélangées au sang, donc pas de sang seul, vraiment la plupart du temps uni, et ça va vraiment être un mélange de sang et de sel, parfois associé au glaire. Très souvent, vraiment, du sang en très faible quantité, enfin pas en très faible quantité, mais en quantité pas impressionnante. Les patients ne vont pas être inquiets, ne vont pas être impressionnés par la quantité de sang qu'on va avoir. Donc à l'examen clinique, pas de mauvaise tolérance hémodynamique, pas de signe de gravité la plupart du temps. Par contre, l'abdomen, là pour le coup, va avoir une sensibilité diffuse, le plus souvent, voire une défense en cas de colite grave. Donc si jamais on a des signes de gravité, comme je vous disais, de colite grave, que ce soit une défense, des signes de CIRS, vraiment ou des saignements importants, là, on faudra adresser au service d'urgence. En revanche, si jamais il n'y a pas de signe de gravité, donc la prise en charge, j'imagine que vous la connaissez tous, mais bon, on va quand même la dire. Donc il faut faire un bilan biologique avec un examen parasitologique des selles sur 3 jours dans l'idéal, et des coprocultures, plus ou moins un scanner en fonction du tableau et du patient. Voilà, ensuite il faudra mettre en place un traitement antibiotique si nécessaire, et en cas de persistance des troubles digestifs ou de troubles digestifs atypiques, etc., qui peuvent nous orienter vers une maladie inflammatoire, bien évidemment, il ne faut pas hésiter à l'orienter vers un gastro-entérologue de ville. Enfin, la dernière grande famille qui est la plus fréquente de sang dans les selles, je pense qu'on rencontre pratiquement tous les jours en consultation, en tout cas en tant que gastro, après en tant que médecin généraliste aussi, je pense que ça doit être très fréquent. Donc ça va être les causes terminales ou canalaires, donc qui sont représentées principalement par les hémorroïdes et les fissures anales. Donc généralement le tableau typique, ça va être des petites rectorragies répétées, chroniques, survenant autour des selles, donc soit avant, soit après, plutôt après, qui vont s'arrêter très spontanément. En cas de douleur lors des selles, ça va plutôt nous orienter, non pas vers des hémorroïdes, mais plutôt vers une fissure anale. Donc ça va être une douleur qui va être décrite au moment des selles, qui va être très intense et qui va être lancinante après les selles, qui va s'estomper progressivement en s'éloignant du moment de la défécation.
Les autres tableaux typiques, ça peut être du sang rouge, mais qui va être plus clair, qui va être plus dilué que le sang qu'on va avoir lors des hémorragies massives. Donc il peut être décrit comme éclaboussant la cuvette, classiquement. Voilà, donc comme je vous ai dit, il s'arrête tout seul, il ne présente pas de signe de gravité. Et enfin aussi, souvent les patients décrivent des traces de sang à l'essuyage, donc ça vraiment, ça nous donne quand même une orientation plutôt canalaire à ce type de saignement. À l'examen clinique, bien sûr, pas de douleur abdominale. Faut faire attention, il y a une petite confusion souvent lors du toucher rectal sur des patients qui présentent des pathologies hémorroïdaires. On peut décrire, certains médecins décrivent qu'ils réussissent à toucher les hémorroïdes lors du toucher rectal. Or, c'est pas possible, hein, c'est pas des lésions qui sont palpables, comme des tumeurs, des condylomes, des choses comme ça. Donc, lors d'un toucher rectal, si jamais on suspecte des hémorroïdes, on n'est pas censé toucher quelque chose de petite boule ou quelque chose comme ça. Après, à l'examen de la marge anale, effectivement, là, on peut avoir des hémorroïdes externes, thrombosées, ou des marisques, ou des choses comme ça qui peuvent signer une activité hémorroïdaire. Enfin, si on a la possibilité de faire une anuscopie lors de poussées hémorroïdaires, on va avoir des hémorroïdes en revanche qui vont avoir un aspect congestif, rouge, assez gonflé, et la fissure anale aussi qui va pouvoir être visualisée plutôt en postérieur généralement. Voilà, donc pour la fissure anale, le toucher rectal, lui, va être douloureux. Contrairement aux hémorroïdes simples, où le toucher rectal n'est pas du tout douloureux. Donc, quand on a un patient qui a ce type de pathologie, donc il faut quand même s'assurer qu'il n'y ait pas de carence, avec un petit bilan biologique accompagné d'un bilan martial dans l'idéal. Mais on peut tout de suite mettre en place des traitements symptomatiques locaux, notamment avec principalement tout d'abord des règles hygiéno-diététiques, donc principalement une bonne hydratation, la prise de fibres, une activité physique, je pense que vous savez tous ça, et aussi des traitements locaux, partitonoréine ou d'autres traitements. Cependant, il faut toujours adresser ce type de patient en consultation spécialisée pour ne pas laisser passer une lésion sous-jacente éventuelle, effectivement, qui est assez rare, mais qui peut arriver, donc il faut quand même adresser ce type de patient. Voilà, donc merci pour votre attention, j'espère que ce petit topo sera utile, et si vous avez des questions, je répondrai. Merci beaucoup, Inès.